allons maintenant pouvoir entendre Madame la ministre sur ses exposés d'orientation politique et la note de politique générale en matière de handicap et de personnes en situation de handicap. Madame la ministre, on vous écoute. Je vous remercie et je voudrais vraiment dire que même si les débats sont longs, je trouve que lorsque les parlementaires prennent le temps de lire et après effectivement d'analyser, de critiquer, qu'il soit positif ou négatif, ça veut dire que la matière n'est pas indifférente. Donc je vous remercie déjà pour l'ensemble de vos réactions. Alors maintenant, les populations, enfin les personnes avec un handicap, pardon, et on va retourner vers les plus vulnérables, puisqu'on sait que près d'un quart de personnes handicapées sont exposées au risque de pauvreté, soit 2 fois plus que le reste de la population. En outre, les personnes handicapées se heurtent encore à de nombreux obstacles qui empêchent de participer pleinement à la société. Le fait que les compétences les concernent soient souvent divisées signifie néanmoins que ces problèmes n'est pas facile à résoudre. Ma politique sera basée sur 3 axes. Tout d'abord, j'améliorerai la politique de protection des personnes handicapées et j'augmenterai sensiblement les avantages dont elles bénéficient. Il est inacceptable que le handicap et la pauvreté aillent encore si souvent de pair. Deuxièmement, je faciliterai leur participation à la société à tous les niveaux et je supprimerai les obstacles identifiés. Les personnes handicapées sont des personnes qui ont le même droit à la participation et à l'accès aux services et à la vie sociale que les autres personnes. Ten derde zal ik dit in... Troisièmement, je compte réaliser le tout dans une collaboration transversale. Tout d'abord, avec les personnes handicapées elles-mêmes et les associations qui défendent leurs intérêts. Je ne ferai rien pour les personnes handicapées sans les personnes handicapées. Qui plus est, je vais avoir une approche transversale avec les ministres avec lesquels je partage certaines compétences, ainsi qu'avec les entités fédérées. Des structures existantes ne peuvent être un obstacle pour améliorer la qualité de vie des personnes handicapées. Je vais maintenant m'attarder sur chacun de ces 3 axes et vous expliquer quelles actions concrètes seront entreprises. Tout d'abord, en matière d'amélioration de la protection du régime des allocations, est évidemment de disposer, et on en a parlé assez cette matinée, de revenus suffisants pour mener une vie digne. Je ne peux que partager évidemment cette préoccupation. C'est bien en ce sens que les premières mesures que j'ai prises depuis mon entrée en fonction concernent la valorisation des allocations destinées aux personnes handicapées, ainsi comme pour le revenu d'intégration et la GRAPA, l'allocation sera augmentée de 22,25% et en intégrant évidemment dans cette augmentation intègre évidemment les mécanismes légaux d'indexation et de la liaison au bien-être. Pour être très concrète, ce sera une augmentation de 200 € par mois entre 2021 et 2024. De même, et c'est une avancée historique, le prix de l'amour sera intégralement supprimé, et ce, dès le 1er janvier 2021. Pour rappel, l'allocation d'intégration est octroyée à la personne handicapée pour faire face aux frais supplémentaires qui existent en raison de la diminution de son autonomie. Le montant de l'AI dépendait jusqu'à présent des choix de vie de la personne. La législation actuelle prévoit effectivement que le montant soit réduit en fonction notamment des revenus du conjoint ou de la conjointe. Il est pourtant anormal qu'une personne soit pénalisée en fonction de ses choix effectifs. On va dans le sens de Madame Fong par rapport à l'individualisation des droits. Dans le même ordre d'idées, une autre mesure fondamentale s'appliquera dès 2021, la diminution de l'impact du prix du travail. Cela signifie que les revenus
que tire la personne handicapée d'un travail ou d'un complément, que ce soit chômage, mutuel ou autre, seront davantage immunisés et grèveront donc moins le montant de l'AI. Là encore, c'est une avancée significative car les choix personnels des bénéficiaires auront moins de répercussions sur les droits et les avantages découlant d'un non-choix, celui du handicap. La suppression du prix de l'amour et la diminution du prix du travail représentent un budget de 31 millions. Je sais que vous n'avez pas encore les tableaux, mais vous le verrez très concrètement, j'espère, la semaine prochaine. Enfin, à partir de 2021, si le Parlement approuve le projet de loi qui est passé ce matin au Conseil des ministres, l'âge minimum pour recevoir les allocations sera abaissé de 21 ans à 18 ans. Cela représente un effort budgétaire de 52,6 millions d'euros. Ça viendra très rapidement, Madame la Présidente, dans votre commission. Comme déjà précédemment développé lors de mon intervention relative à l'intégration sociale et à la lutte contre la pauvreté, complémentairement aux mesures prévues dans l'accord du gouvernement relative à l'autonomisation des droits, j'examinerai d'autres formes de mesures telles que l'identification automatique des éventuels titulaires de droits. Cette modernisation des outils fédéraux profitera à l'ensemble des allocataires sociaux. Je le ferai en collaboration avec le projet Belmote du SPF Sécurité sociale qui étudie comment les flux des données les plus actuels sur les revenus du travail et les allocations peuvent être utilisés pour identifier plus rapidement les titulaires de droits potentiels. La notion de handicap n'est évidemment pas synonyme d'inaptitude au travail. Comme le souligne le Conseil supérieur national de la personne handicapée, un grand nombre de personnes handicapées veulent travailler, même si c'est vrai, certains ne pourront jamais accéder au marché général de l'emploi. Les situations sont variées et doivent donc toutes être prises en considération. Si le système d'allocation doit permettre aux personnes handicapées qui ne peuvent intégrer le marché de l'emploi de vivre dignement, les autres doivent quant à elles être soutenues pour s'épanouir dans le travail. Le travail ne peut pas être une fin en soi, mais peut être le moteur d'une meilleure qualité de vie grâce aux bénéfices psychologiques et sociaux que peut procurer un emploi sain et épanouissant. Le travail représente aussi un outil de socialisation. Naast de verwijder. Les pièges à l'inactivité supprimés en réduisant le prix de l'amour. Outre cette mesure, je compte travailler avec le ministre de l'Emploi pour explorer toute piste possible pour qu'une personne handicapée puisse plus facilement prendre part au marché de l'emploi. Elles doivent avoir accès à un statut social à part entière. Telle est leur meilleure protection sociale. Et dans ce contexte, l'augmentation de l'activation de personnes handicapées dans le secteur public figure également sur mon agenda. D'accompagnement pour le recrutement des personnes avec un handicap de la fonction publique montre que le taux d'employés avec un handicap au sein de l'administration fédérale s'élève au faible taux de 1,25%, et ce malgré les diverses dispositions pour encourager le recrutement de personnes handicapées dans la fonction publique. Le taux reste structurellement inférieur au quota de 3%. Un engagement fort est nécessaire pour mettre en œuvre les conditions qui favoriseront l'intégration des personnes handicapées dans la fonction publique fédérale, notamment par le recrutement et l'aménagement des lieux de travail. Afin de contrôler l'impact des mesures, il est nécessaire de disposer d'un système de suivi efficace et clair. Nous avons déjà pris contact avec le comité d'accompagnement pour explorer les pistes d'amélioration. Nous travaillerons bien entendu avec la ministre de la fonction publique et des entreprises publiques à cette fin. L'accord de gouvernement prévoit aussi de faciliter le lancement d'une activité indépendante. Des personnes handicapées veulent aussi entreprendre. Pour l'instant, la combinaison d'une prestation avec l'exercice d'une activité indépendante n'est pas possible. Cette possibilité sera examinée pendant la législature. Par ailleurs, l'esprit d'entreprise peut être soutenu en abaissant spécifiquement pour ce groupe les conditions financières d'accès au statut social
des indépendants. Je regarderai ça avec mon collègue. Je veillerai à ce chantier en bonne intelligence, comme je viens de le dire, avec M. David Clarinval. La modernisation du fonctionnement. Mon objectif est d'améliorer la qualité des évaluations du handicap effectuées par l'ADG handicapé. À cet égard, le renforcement du caractère multidisciplinaire de celle-ci, tel que prévu dans l'accord de gouvernement, est un enjeu majeur. En effet, cette approche multidisciplinaire est non seulement beaucoup plus conforme avec la vision moderne du handicap, mais de façon pratique, elle présente aussi l'avantage de combiner différentes expertises, médecins, paramédicales, travailleurs sociaux. Cette combinaison permet d'appréhender et de mieux prendre en compte les situations souvent complexes vécues par les personnes handicapées. L'utilisation d'une expertise plurielle permettra d'accorder plus d'attention à un certain nombre d'éléments tels que vécus par les personnes handicapées qui ne le sont pas actuellement et qui ne sont pas suffisamment prises en compte actuellement. À l'heure actuelle, un projet pilote visant à introduire le personnel paramédical et des infirmiers en tant qu'assistants dans le processus d'évaluation est en cours. Sur base des enseignements de ce dernier, le cadre réglementaire, les procédures d'évaluation ainsi que les ressources affectées aux évaluations seront adaptées. Toujours dans cette idée de modernisation de la législation, je demanderai à mon administration aussi une évaluation complète de la loi de 1987. Des pistes d'amélioration sont clairement nécessaires. C'est aussi une demande majeure du secteur. Enfin, comme mentionné dans l'accord de gouvernement, le plan d'action de la DG sera poursuivi en 2021 et affiné dans cette perspective. Un des aspects essentiels de ce travail visera à s'assurer que les initiatives contenues dans ce plan soient davantage ancrées dans le vécu des personnes ainsi que sur les recommandations des organisations représentatives. Je porterai une attention forte sur la bonne réalisation de ce plan d'action. Les représentants des usagers, dont le Conseil supérieur national de la personne handicapée, seront régulièrement consultés à cet égard. En outre, je suivrai de près l'évolution du grand chantier pour la modernisation des allocations, à savoir le projet TRIA, concernant le remplacement du système informatique. L'enjeu est conséquent et un monitoring précis de son état d'avancement est absolument nécessaire. Universell toegankelijkheid. L'accessibilité universelle. Un citoyen sur 6 âgé de plus de 15 ans déclare être freiné au niveau de ses activités quotidiennes en raison d'un handicap ou d'une maladie. L'on s'attend à ce que ce taux augmente au fur et à mesure que la population belge prenne de l'âge. Un groupe de plus en plus important de citoyens se heurte à des obstacles dans leurs activités quotidiennes. Songeons à des activités routinières vues comme évidentes par la plupart d'entre nous. Ces obstacles peuvent être de nature physique, électronique ou comportementale. Services publics, dès l'environnement numérique, les services et les produits accroît l'indépendance des personnes handicapées et réduit la nécessité d'adaptation particulière. C'est donc un enjeu majeur. En concertation avec les ministres fédéraux compétents, je lancerai un plan d'action sur l'accessibilité universelle dont le but ultime est l'accessibilité structurelle de l'espace et des services publics. Ce gouvernement s'est engagé à poursuivre le développement de l'administration en ligne. Dans le même temps, nous voulons garantir que les services publics restent accessibles à tous, y compris aux citoyens ayant moins de compétences numériques, de faibles revenus ou un handicap. Ce plan aura donc une attention particulière pour la fracture numérique et pour les groupes cibles n'ayant aucun accès à Internet. Ne reste pas une lettre morte pour les groupes vulnérables. Ils ont besoin de services adaptés. Le gouvernement veut également investir davantage dans les chemins de fer. Les investissements se concentreront aussi sur l'accessibilité des trains et des quais. Le nouveau matériel ferroviaire acheté par la SNCB sera accessible aux personnes handicapées. Sur la base de mon autorité, je veillerai à ce que ces engagements soient respectés.
Je veillerai également à ce que la transposition belge de la directive européenne relative aux exigences en matière d'accessibilité applicable aux produits et services soit totalement respectée. À cette fin, j'établirai avec les ministres concernés un plan d'action qui déterminera des finalités objectives et permettra d'en contrôler l'exécution. Deelname aan cultuur. La participation à la vie culturelle, aux loisirs, est un point important de notre vie sociétale. La carte européenne pour personnes handicapées a été lancée en novembre 2019. Depuis lors, plus de 80 000 exemplaires de cette carte qui donne accès à des activités sportives, culturelles et à des loisirs ont été édités en Belgique. Pour augmenter le nombre de partenaires, une amélioration du site Internet de cette carte est également une des priorités afin d'améliorer son ergonomie et son usage plus pratique pour l'ensemble des publics. Ook de parkeerkaart stimuleert deelname aan de maatschappij. La carte de stationnement aussi facilite la participation à la vie sociale. Une personne handicapée peut de la sorte se garer sur certaines places réservées tout près de l'entrée de magasins ou à des endroits plus faciles à accéder. Soit occupé par quelqu'un qui fait un mauvais usage de cette carte. Je continuerai à promouvoir l'utilisation correcte de celle-ci en développant un plan de communication adapté avec mon administration. J'examinerai une utilisation plus généralisée de l'application Handy2Park qui a été lancée pour faciliter le contrôle et l'utilisation correcte des cartes de stationnement ainsi que lutter plus efficacement contre les abus. La transversalité. Pour rencontrer tous ces objectifs ambitieux, je m'appuierai constamment sur le partenariat et la collaboration que je compte construire avec les associations représentatives des personnes handicapées et les autres ministres et aussi les entités fédérées. Un acteur clé dans les associations, c'est le Conseil supérieur national de la personne handicapée. J'entends, outre son implication, renforcer sa capacité d'agir de manière à ce que les avis rendus permettent une co-construction des mesures prises. Je vais également analyser si les ressources existantes sont suffisantes et voir comment nous pouvons renforcer son fonctionnement de la manière la plus optimale possible. En plus, je verrai qu'à partir de 2021, le réseau fédéral des points de contact administratifs et politiques pour le handicap soit davantage activé afin de conscientiser encore plus les administrations et les cellules stratégiques aux obligations de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées dans chaque domaine politique et de les soutenir dans la mise en œuvre. Je lancerai d'ailleurs, avec la contribution du Conseil supérieur national de la personne handicapée, et en concertation avec les autres membres du gouvernement, un nouveau plan d'action fédéral handicap. De plus, lors de la dernière législature, il n'y avait plus eu de concertation interfédérale au niveau de la CIM. La réactivation d'une concertation politique interfédérale est une question centrale de la société civile. Je prendrai l'initiative, en concertation avec les entités fédérées, de lancer à nouveau une concertation politique, structurelle, interfédérale sur le handicap. Tot slot, engage. Pour conclure, je m'engage à l'égard du Premier ministre Alexander De Croo. Je ne manquerai pas de souligner sans cesse l'intérêt de la défense des intérêts des personnes handicapées. Je ferai de sorte que leurs besoins et nécessités spécifiques soient toujours intégrés dans les exercices de réflexion et dans la mise en œuvre de la politique générale. Bien trop souvent, nous avons vu que les personnes handicapées sont oubliées lorsqu'elles ne sont pas expressément entendues ou mentionnées. Songeons à la crise du Covid-19 qui a aggravé encore les obstacles auxquels se heurtent les personnes handicapées. La crise a démontré à quel point les personnes handicapées sont vulnérables et sont particulièrement sensibles à l'isolement social et au risque de pauvreté. Une première action que j'ai déjà prise en ce contexte est de
faire que les bénéficiaires de l'allocation de remplacement de revenus reçoivent un complément prolongé de 3 mois. Deuxièmement, pendant la première vague de la crise, la DG handicapée a enregistré une baisse de plus de 40% de ses demandes de reconnaissance d'un handicap. Je veillerai à ce que cela ne se reproduise pas lors de cette deuxième vague. Dans ce contexte, j'ai déjà veillé à ce que les services aux personnes handicapées relevant de ma compétence restent tous accessibles. C'est une nécessité. En plus, je veille aussi à ce que la dimension du handicap soit intégralement prise en compte dans la politique Covid-19 inclusive, tant en termes de gestion de la crise que de relance. Le Conseil national supérieur de la personne handicapée est déjà impliqué dans la task force groupe vulnérable que je viens de relancer. De aanpak van deze urgentie toon aan. Cette urgence, au niveau de mon approche, indique que je compte articuler ma politique autour de ces 3 axes: amélioration de la politique de protection des personnes handicapées, leur inclusion et participation sociétale qui doivent être améliorées, et puis la collaboration transversale. J'ai hâte de découvrir à quel point nous pourrons travailler ensemble